Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, l'émission de la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors, on est toujours ravis de se rencontrer grâce à Parlons Voilà. d'Europe. Donc, je rappelle pour tout le monde que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Tours, spécialiste du droit de l'Union européenne. Et nous allons revenir sur une thématique qu'on a déjà abordée plusieurs fois, mais je pense qu'il est allé vraiment de saison. C'est la déclaration Schuman. Nous fêtons les 70 ans de ce texte. Tout à Donc, fait. c'est quand même pas rien. Alors, j'ai quelques questions toutes simples. Peut-être un peu rapidement pour les premières, mais on l'a faite, la déclaration Schuman, le 9 mai. Depuis Oui. quand on l'a faite, cette déclaration Schuman? On n'a pas fêté Oui. ça dès la première fois. Non, on n'a pas fêté ça la première fois. Alors, c'est une décision qui a été prise par le Conseil européen de Milan. Alors, je rappelle que le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État ou de gouvernement. Et là, nous sommes au Conseil européen de Milan de juin 1986. Pardon, 1985. Et nous avons à l'époque 10 États 17 ans, oui. voilà, qui sont membres enfin, des communautés économiques européennes et qui, lors de ce Conseil européen des 28 et 29 juin, vont décider que l'Europe, alors attention, l'Europe communautaire, l'Europe des communautés aura sa journée de l'Europe ou sa fête de l'Europe qui correspondra à la date de proclamation de la déclaration Schuman, donc le 9 mai, en référence à la déclaration du 9 mai 1950. Et donc, c'est à partir du 9 mai 1986, l'année suivante, eh bien, que l'on a commencé tous les ans désormais à célébrer cette journée de l'Europe ou cette fête de l'Europe. Alors, qui ne doit pas être confondue. Oui, parce qu'il y en avait une autre avant. Et voilà, il y en avait une autre, et qui existe toujours du reste. Mais alors, Oui, elle, c'est d'ailleurs. vraiment passée totalement sous silence, et encore cette année, avec une autre journée de l'Europe, qui est celle d'une autre organisation européenne que l'on connaît, qui est celle du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949, le 5 mai 1949, date de signature du traité de Londres, hein, qui institue le Conseil de l'Europe. D'ailleurs, à la demande ou à l'invention ou l'invitation de Churchill lorsqu'il fait son discours en 1946 à Zurich, en septembre 1946. Et parmi les institutions du Conseil de l'Europe, nous avons le comité des ministres, qui réunit les ministres des Affaires étrangères, hein, alors à l'époque pas des 47, hein, mais aujourd'hui nous sommes 47 pays. Et en mars, en 1964, en mai 1964, est décidé que désormais, tous les 5 mai, il y aura la journée de l'Europe, mais du Conseil de l'Europe. Donc on a deux journées de l'Europe, mais nous on ne retient et on ne parle d'ailleurs que de la journée du 9 mai, Voilà. c'est-à-dire celle qui Alors, renvoie à la déclaration Schuman. c'est peut-être une idée pour l'année prochaine, de faire quelque chose aussi le 5 mai pour les 49 États membres. Je crois qu'on est 49, hein, il me 47, semble. 47, 47, oui, 47. j'étais plus généreuse. Oui. 47 États membres. Alors, justement, cette première fête de l'Europe, ce Conseil de l'Europe et la déclaration Schuman Oui. s'inscrivent dans des contextes très particuliers, puisqu'elles sont vraiment très contemporaines, à un an près. C'est un contexte très, très lourd dans lequel ça s'est passé, hein. Alors, c'est un contexte très lourd et c'est amusant, enfin amusant, c'est intéressant de replonger dans le contexte parce que, bon, chaque année, c'est toujours très sympathique de voir les médias, même si cette année, c'était très discret. Enfin, les circonstances sont en même temps très, très, très singulières, on le sait bien. Mais on dit, voilà, naissance de l'Europe, la déclaration du 9 mai, Robert Schuman, on met toujours la même photo, on est en train de le voir lire au Quai d'Orsay, dans la salle de réception du Salon de l'Horloge, la fameuse déclaration. C'est la naissance de l'Europe, et puis on voit toujours des gens extrêmement joyeux, très sympathiques et tout, mais on ne revient jamais trop sur ce que vous dites, le moment, le contexte dans lequel cette déclaration, d'ailleurs le contexte aussi du Conseil de l'Europe, a été imaginé et mis en place. Il faut quand même voir que on sort de la guerre en 1945. C'est à partir de 1946, véritablement,
que la réorganisation de l'Europe va se faire, mais attention, dans un contexte très compliqué, parce qu'il y a la menace soviétique, on va connaître le blocus de Berlin, on est au commencement à partir de 1947 de la guerre froide, de la montée de la guerre de Corée, qui d'ailleurs, enfin, on en parlerai plus tard, avec la place des Américains et des Russes dans le jeu coréen. La Chine de Mao? Bien entendu, bien sûr, surtout pas de 49, la Chine de Mao, en plein lancement du plan Marshall à partir de 47, l'installation en Europe de l'Organisation européenne de coopération économique, qui est l'organisation qui va être là pour gérer en quelque sorte les subsides américains du plan Marshall. On crée en 48 une organisation européenne de défense qu'on appelle l'Union occidentale. Un an plus tard, on va créer l'Organisation du traité Atlantique Nord, et tout ça dans un contexte d'occupation de l'Allemagne par les Américains, les Britanniques, les Français et les Soviétiques, c'est-à-dire très clairement un contexte politique, diplomatique, économique, n'en parlons même pas, terriblement entremêlé, intriqué, complexe, et il a fallu eh bien, survivre dans ce contexte et réaliser quand même des choses formidables. Le Conseil de l'Europe en 49, la déclaration Schuman en 50, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 51, c'est que les hommes du moment ont été pris dans une espèce de tournis, de vertige absolument incroyable, et ont réussi eh bien, à mettre en place des vastes projets européens comme l'Europe communautaire. Donc la déclaration, elle naît là-dedans, dans ce contexte totalement chaotique et frénétique. Mais c'est souvent le cas dans l'histoire de l'Europe. Les grandes avancées, on peut être optimiste peut-être pour aujourd'hui, du coup, puisque les grandes avancées, c'est toujours au moment des grands périls. Et en 1945, l'Europe, elle est quand même en ruine. Il n'y a plus une ville européenne qui tient debout, ou pratiquement. On est complètement dévasté. Et c'est le moment où on fait l'Europe. Ça me rappelle, parce que comme je suis historienne, ça me rappelle quand Attila dévastait la Gaule. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'Europe. L'Europe, c'était un espace blessé. C'est assez intéressant de voir qu'à chaque fois, c'est à ce moment-là qu'on reparle d'Europe. Et aujourd'hui, ça renvoie un peu à ce qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est ça qui est absolument extraordinaire dans le même temps. Oui, l'Europe n'existe que lorsqu'elle est blessée, lorsqu'elle est meurtrie ou lorsqu'il y a des crises. Et alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les études juridiques et politiques de la construction européenne, c'est l'Europe des crises. Elle a toujours connu des crises, des tensions, et elle a toujours surmonté plus ou moins bien ces crises et ces tensions. Dans le même temps, je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça révèle un état de fragilité, malgré tout, de l'Europe. Si on ne peut exister, ne vivre que dans une espèce de pathologie permanente et de crise permanente, ce n'est pas un environnement très serein pour non, évoluer. Mais est-ce qu'on est fait pour des environnements sereins? Alors là, sans doute pas. Finalement, quand on regarde l'histoire, on a plus de 20 siècles de guerre. Ce sont des chaos permanents. Je pense qu'on n'est pas fait tellement pour la sérénité, finalement. Oui, c'est ça. Donc, il y a une certaine logique et une certaine cohérence. Il y a une certaine logique. Bon, c'est plein d'espoir. Alors, quand même, on va revenir à Schuman pour redire quelques mots de ce monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Robert Schuman? Cherchez son prénom. Robert Schuman. Oui. Alors, Robert Schuman, oui, rapidement. Alors, c'est un ministre des Affaires étrangères il va être le ministre des Affaires étrangères le plus important de la 4e République, quand même, puisque c'est grâce à lui, justement, qu'on a la proclamation Schuman, qui, grâce à lui, dans le cadre de ses fonctions, que le traité sur l'organisation du traité Atlantique Nord, enfin l'OTAN, va être négocié, le Conseil de l'Europe, le traité CECA. Donc c'est un personnage qui, sous la 4e République, va jouer un rôle extrêmement important. C'est l'homme de tous les grands textes. Comment? Oui, c'est ça. C'est l'homme de tous les grands textes. C'est l'homme de tous les grands textes. Dans le même temps, c'est intéressant, c'est de voir aussi son passé. Schuman est allemand. L'Alsace et la Lorraine appartiennent à l'Allemagne quand il va naître. Et il va devenir français après la Seconde Guerre mondiale, lorsque, de nouveau, cette partie de notre territoire va redevenir français. Après la Première Guerre mondiale, vous êtes...
J'ai dit la Seconde Guerre mondiale. Non, non, la Première Guerre mondiale. Oui, Mais vous avez dit la seconde, mais c'est la ah, première. pardon. Oui, non, non, non. Oui, bien sûr. Là, non, pardon. Là, je pensais qu'à de 70, c'est pour ça. Non, Première Oui, Guerre mondiale, on est bien d'accord, 1919. Et c'est un homme politique qui va être député jusqu'à la fin de sa vie de la Moselle, si je ne me trompe pas, et qui va servir la Troisième République. Alors, on lui reproche d'avoir été membre du gouvernement de Vichy, mais en réalité, il n'a jamais siégé et il a été, je dirais, installé autoritairement, sans concertation et sans consultation, dans le premier gouvernement Pétain. Et en réalité, Robert Schuman va être arrêté dès septembre 41, je crois, par la Gestapo, 40, pardon, et pour ensuite rejoindre la résistance à partir de 42. Donc on ne peut pas lui faire le grief, et d'ailleurs l'histoire donne raison, d'avoir servi de quelque manière que ce soit le régime de Vichy. Donc là aussi, il y a tout un procès en sorcellerie qui est fait ces derniers temps, mais qui n'est pas juste au regard des éléments historiques. Et donc, de Gaulle l'avait dit le premier, alors on ne va pas être moins plus sévère que De Gaulle. Alors cette déclaration Schuman, elle a un but très précis, qui est de fédérer en quelque sorte la production de charbon et d'acier, parce que ce sont deux productions majeures en cas de crise. Évidemment, celui qui pourrait s'en servir pourrait être maître de la guerre. Donc c'est pour ça, pour lutter contre la guerre, que ce texte est fait. C'est exactement ça. La déclaration Schuman, c'est un texte qui est très bref, hein. Il y a 900 mots à peine, 18 paragraphes. Il n'y a pas énormément d'envolées lyriques, il y a des formules connues. L'Europe ne s'est pas faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne peut pas se décréter, elle ne se réalisera pas d'un coup, ni même dans une construction d'ensemble, mais elle ne fonctionnera, ne vivra que par des réalisations concrètes, ce qu'on appelle la politique des petits pas. Mais cette déclaration n'a rien à voir avec les grands textes ou les grands discours de Schuman ou d'Adenauer de 1946, par exemple. Bon, cela dit, c'est un plan technique, c'est une déclaration politique qui anticipe la mise en place d'une structure européenne, qui va devenir la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui anticipe la mise en place d'une haute autorité, l'ancêtre de la Commission, chargée, comme vous le dites, au lieu et place des États, de gérer le charbon et l'acier, c'est-à-dire d'assurer la fourniture du charbon, l'extraction du charbon, la fabrication de l'acier, au lieu et place des États, afin d'éviter que la France ou l'Allemagne maîtrisent pour leur propre compte et dans une perspective de course à l'armement, eh bien ces deux outils, ces deux ressources nécessaires pour la fabrication des armes. Donc c'est un plan de mise en commun de ressources dans un intérêt économique commun. Au départ, simplement, entre la France et l'Allemagne, et qui, à la fin de la déclaration, c'est prévu, est ouvert à d'autres États européens. Et vont s'engouffrer, je dirais, dans la brèche, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Et ainsi va naître, un an plus tard, dans le cadre des négociations du traité CECA, qui est la traduction juridique du plan Schuman, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, il nous reste à peine 2 minutes Oui. Pour peut-être faire un tout petit point de comparaison avec aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Macron et Madame Merkel viennent d'annoncer un plan de 500 milliards d'euros, l'Europe de la santé également. Est-ce que, sans rentrer dans le détail, est-ce que vous avez l'impression qu'on renoue avec l'esprit de la déclaration Schuman? Alors, c'est intéressant. Alors, on pourrait dire autre temps, autre lieu, autre mœurs. On est dans des contextes historiques évidemment très différents. Mais ce qui m'a frappé en écoutant la conférence de presse du 18 mai du président Macron, notamment à propos de l'Europe de la santé, je ne parle pas des 500 milliards d'euros qui s'inscrivent dans une autre logique, mais qui est nécessaire pour un plan de relance économique. Mais à propos de l'Europe de la santé, au fond, il constate quoi? Eh bien que les États n'ont pas été en capacité de, chacun pour leur compte et collectivement, de véritablement mettre en place une politique européenne de la santé. Bon, on est chacun avec nos propres stratégies, nos propres tactiques et nos propres politiques de la santé. Et pour inaugurer cette politique européenne de la santé, ce qui m'a frappé, c'est l'emploi des mots, de certains mots. Il parle d'intérêt commun, de budget commun, de recherche commune. C'est-à-dire qu'on renoue avec le vocabulaire communautaire, celui-là même qui va apparaître, alors un tout petit peu dans la déclaration Schuman, mais surtout dans le traité CECA. Donc en période de crise,
en période de dysfonctionnement étatique ou de logique trop intergouvernementale. Pour surmonter les crises, on fait appel à l'Europe et on fait appel à la logique communautaire, à des logiques finalement de quasi-fédéralisme. Donc il y a d'une certaine façon, dans le discours de Macron, une sorte de Ah, célébration a posteriori pardon. de la déclaration Schuman. Alors, excusez-moi, Oui, j'ai mon minuteur qui a sonné. Alors, simplement un tout petit mot pour finir. C'est assez intéressant de voir que finalement, chaque fois qu'on est en crise, on retrouve des vertus à l'Europe. oui, toujours. Pour simplifier, dire les choses à ma manière, toute simple, c'est vraiment ça. Alors, on va voir la suite. Alors, cette émission, malheureusement, est finie. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour commenter la décision de Karlsruhe, ce qui vient de faire couler beaucoup d'encre, et pour peut-être faire un petit point là-dessus. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci Pierre-Yves. Merci Christine. Alors, au revoir.